Bonjour à tous. ProSol, c'est une société dans la distribution et aussi à la supply chain. Du coup, vous connaissez ProSol par la marque Grand Frais, mais on a aussi Fresh, Mon Marché, Banco Fisco et des autres enseignes en Europe. Voilà, moi, je suis la DSI et aussi le Chief Data Officer de ProSol. Ravi d'avoir votre connaissance. Alors, quels sont les grands enjeux business qui vous ont amené à accélérer sur l'intelligence artificielle? Bon, je pense que c'est comme tous les retailers. La première, c'est améliorer l'expérience client et proposer des meilleures offres à nos clients pour répondre à leurs besoins quotidiens. La deuxième enjeu pour notre entreprise, c'est aussi de maîtriser et continuer à maîtriser la croissance. Parce que ProSol, c'est une marque, on participe dans beaucoup d'enseignes où le client préfère voilà, nos produits, nos services. Du coup, on est en train de voilà, chercher des croissances dans les nouveaux territoires, dans les nouvelles activités. Du coup, en fait, il y a pas mal d'enjeux que l'IA pouvait aider. Et le troisième, c'est aussi optimiser la performance opérationnelle, notamment avec l'IA, en front, en back. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de cas d'usage qu'on pouvait discuter. Ben justement, on est là ce matin pour évoquer deux, trois cas d'usage. Le premier, peut-être sur la prévision des ventes? Oui, effectivement, je pense que dans le retail, il y a un sujet qui est très important, c'est la maîtrise de la supply chain et aussi de maîtriser la vente. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que les magasins sont capables de commander correctement, pas trop et pas how to say, Suffisamment. insuffisant. Voilà, en fait, c'est un exercice en permanent en optimisation. Dans ce cas-là, en fait, IA pouvait aider. En fait, on avait travaillé avec les métiers en étroite collaboration pour créer des algorithmes, des modèles permettant de prédire la vente. Et en fonction de la vente, on va analyser les niveaux de stock et de proposer dans notre système d'information les volumes de commandes à saisir. Voilà, pour que les responsables des rayons puissent analyser, valider et puis confirmer la vente, confirmer la commande, pardon. Et Oui, du parce que vous, dans le frais, il peut pas y avoir de stock. En fait, on essaie de finir avec peu de stock pour garantir la fraîchesse pour nos clients. C'est pas un exercice simple et j'avoue qu'aujourd'hui, on atteint certains niveaux de performance, mais il y a toujours des améliorations possibles. Par exemple, comment mieux utiliser les données de météo. Voilà, parce que les météos, ça pouvait être voilà, plusieurs types de données, température, précipitation, toutes les choses. Deuxième, c'est sur la partie promotion. Les promotions pouvaient avoir les données pouvaient être binaires, mais aussi pouvaient être le pourcentage. En fait, il y a beaucoup de savoir-faire dedans pour optimiser l'algorithme. Du coup, on est en train de chercher l'optimisation pour avoir une meilleure performance. Donc ça, c'était le premier cas d'usage. Est-ce que, on l'a vu, il y a certaines entreprises qui mettent en place aujourd'hui des chatbots internes à destination des collaborateurs. Est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, je pense qu'il y a de plus en plus de cas pour que les entreprises réfléchissent et considèrent de mettre en place des chatbots pour aider aux collaborateurs à la fois sur le front et sur le back. Et du coup, chez ProSol, en fait, on a fait les choses en deux étapes. La première étape, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un ProSol GPT avec à peu près cinquantaine de personnes en pilote. Cela nous permet d'accumuler l'expérience, identifier tous les cas d'usage et après affiner le produit. Et récemment, on a déployé ce qu'on appelle le ProSol GPT sur presque l'ensemble des collaborateurs. Tout d'abord au niveau siège et dans une deuxième étape au niveau magasin. Au siège, c'est déjà fait. Au magasin, c'est en cours de déploiement. En fait, l'idée, c'est de assurer qu'en fait, on a un chatbot. Première chose, c'est qu'il est sécurisé. En fait, aujourd'hui, si les gens utilisent les solutions publiques, ben, les données sortent de l'entreprise. Du coup, on ne peut pas maîtriser le risque. Du coup, aujourd'hui, la solution faite par nous, en fait, il est sur notre Azure. On assure qu'en fait, toutes les données soient protégées. La deuxième chose, c'est important, c'est la pertinence. En fait, pendant l'époque, notre processeur GPT s'améliore au moins sur 5-6 versions. Maintenant, notre chatbot, il est capable de connaître la personne, connaître son agenda, connaître son email, connaître les fichiers qu'il avait créés, qu'il avait partagés avec ses collègues. C'est-à-dire que quand il travaille sur les prompts pour générer des documents, faire la traduction, faire la synthèse, faire le compte-rendu, en fait, il y a déjà une forte pertinence du contexte dans la proposition de l'IA. Du coup, c'est pour ça, en fait, cette période de POC, il est
important et on a pris beaucoup de temps pour l'époque parce qu'on voulait bien proposer un produit pertinent et pas juste proposer un chatbot générique. Voilà, ça c'est le cas d'usage pour le collaborateur. Mais en même temps, on ne s'arrête pas là parce qu'on sait qu'il y a des besoins spécifiques, par exemple au service juridique et achat. Ils travaillent en étroite collaboration sur les négociations. Chaque année, il y a des négociations. Du coup, en fait, il y a beaucoup de documents, des emails qu'ils vont préparer pour les fournisseurs. Et ça, c'est des cas spécifiques. Et on a déjà déployé des chatbots spécifiques permettant de proposer des documents extrêmement, on va dire, formalisés et spécifiques pour les cas d'usage. Pro-Solo, non, c'est ça? Solo, effectivement. Alors, est-ce que l'IA est plutôt vue comme un levier de performance, un levier d'innovation ou de transformation, peut-être les trois en même temps? Je dirais qu'en fait, chez ProSol, on a une philosophie importante, c'est que intelligence artificielle est au service de l'intelligence artisanale. Parce que notre société de base, c'est notre héroïne sont des métiers. Par exemple, les collègues dans l'exploitation, c'est eux qui réalisent les chiffres d'affaires. Les collègues dans le service d'achat, c'est eux qui choisissent, bonifient et voilà, négocient le prix pour proposer des meilleurs produits à nos clients. Il y a des collègues au service logistique et tout ça, c'est eux qui transforment les produits pour assurer que la fraîchesse et la qualité sont là. Du coup, en fait, notre philosophie, c'est de ne pas utiliser l'IA pour les remplacer. Parce que ça ne sera jamais le cas et je ne pense pas que ça soit la bonne manière de faire. En fait, la meilleure méthodologie, c'est d'utiliser l'IA pour les accompagner. Du coup, on a plusieurs exemples intéressants. Le premier exemple, c'est que, peut-être on peut dérouler un tout petit peu, c'est ce qu'on appelle le bot avis. Quand vous entendez ça, c'est bot, c'est un légume, avis, c'est avis client. En fait, dans les magasins, on a nos responsables de magasin, ils recherchent en permanence de connaître les avis clients. Est-ce qu'ils sont satisfaits, ils sont contents et comment on peut s'améliorer. Mais par contre, chercher les avis sur Google, c'est un peu chronophage parce qu'il faut balayer tous les avis un par un et parfois on n'a pas peu capacité de synthétiser. On ne peut pas comparer facilement avec les pairs. Du coup, on avait proposé un IA argentique. En fait, en quelques clics, si vous intéresserez, on peut présenter ça tout à l'heure si vous voulez. En fait, en quelques clics, il choisit son magasin, il choisit une période et il choisit le magasin qu'il voulait comparer avec. Et après, l'IA, il va récupérer l'ensemble des éléments et créer des graphiques, les synthèses des avantages, inconvénients, et après assurer qu'en fait, il y a une benchmark entre lui et ses voisins grands frères et les autres magasins. Ça, c'est un premier exemple. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment ce volet personnalisation, que ce soit sur le volet collaborateur. Le bot ou le chat GPT interne, il a vraiment cette volonté de connaître le collaborateur, l'équipe, le contexte, etc. Et là aussi, pour la personne, sur le tri des avis Google, vraiment, je vais aller trouver les avis qui me concernent, mon magasin, ou le besoin, peut-être le type de produit que j'ai envie de regarder plus précisément. Oui, effectivement, parce que lorsqu'on conçoit ce produit, on est en étroite collaboration avec marketing et exploitation. Marketing nous explique comment voilà, mesurer les satisfactions clients, quels sont les axes à regarder. Exploitation nous donne beaucoup de conseils sur l'économie de l'outil parce que c'est eux qui vont s'en servir, qui vont utiliser ces outils tous les jours. Et du coup, en fait, on a co-construit ce produit et aujourd'hui, en fait, il est déployé à l'ensemble des chefs de secteur, responsables de région et aussi au service marketing. Et comme ça, il peut suivre l'évolution de l'avis client au fur et à mesure sur deux dimensions. Une dimension, c'est les étoiles. Ça, c'est facile parce qu'on récupère les données de Google et on peut le mesurer mois par mois. Le deuxième, c'est qu'on fait des analyses sémantiques, analyser les avis clients et de noter nous-mêmes et comparer est-ce que cette score de satisfaction, il est cohérent par rapport à les étoiles. Et parfois, c'est pas toujours cohérent. Et cela nous permet d'identifier les éléments cachés, par exemple, soit les bonnes pratiques ou soit des insatisfactions. Par exemple, il y a des clients qui mettent 5 étoiles, mais quand même, il a mis un petit peu d'insatisfaction. Du coup, ça nous permet d'améliorer le pricing, les offres, les services, la propreté et aussi les autres axes dans les magasins. Je crois qu'un autre de vos partis pris, c'est aussi que la data elle soit invisible, enfin l'IA, pardon, parce que pas de data, pas d'IA, mais l'IA soit invisible, pas de créer de nouveaux points de friction et que vraiment ça soit fluide, bien intégré dans les process. Effectivement, en fait, on voulait, en fait, de base, je dirais un grand frère ou pour ça notre philosophie, c'est que on voulait que la technologie soit pas dominante dans les magasins, parce qu'on voulait que les clients rentrent dans les magasins, trouver une expérience agréable comme un meilleur marché.
En fait, c'est pour ça on essaie de minimiser la visibilité de la technologie, mais bien sûr tout en assurant qu'on respecte la RTPG. C'est aussi pour ça que lorsqu'on conçoit l'outil, la simplicité, c'est l'élément le plus important. Par exemple, dans l'outil de prévision, en fait, on pousse les propositions de commande dans notre ERP. En fait, ça économise beaucoup de temps pour les chefs de responsables de rayon. Et sur le sujet de votre avis ou sur le sujet ProSolo, en fait, on essaie de minimiser les clics, minimiser les prompts pour qu'en fait, les gens puissent avoir les résultats plus ou moins cohérents, sachant qu'aujourd'hui, IA générique, c'est un outil probabilistique. Déjà, en fait, il y a un sujet de fiabilité de la réponse. Du coup, on essaie de limiter ces éléments pour assurer que l'outil donne un maximum de certitude, même si que ça ne sera pas 100%. Voilà, ça c'est important. Et puis aussi, il y a d'autres cas d'usage qu'on a à mettre en place, par exemple la reconnaissance des produits, des images à la caisse pour aider les casiers de accélérer la process. Pourquoi? Parce que chez ProSol, chez Ganfray, on propose beaucoup de fruits et légumes exotiques. Voilà, ça, c'est des choses qui est très unique dans notre secteur. Du coup, en fait, souvent, ces produits, ils sont pas faciles à reconnaître, surtout pour les nouveaux collaborateurs. Du coup, en fait, utilisant ces solutions, ben, ça accélère la qualité et l'efficience. Et même pour la formation, c'est c'est un très bon outil. Alors, parmi tous les cas d'usage qu'on vient d'évoquer, quelles sont selon toi les clés de succès justement des projets IA? Bon, je pense que en ce moment-là, c'est trop tôt de déclarer la victoire parce qu'en fait, on est dans une situation que l'IA, tous les 2, 3 semaines, il y a des nouvelles choses qui sortent. Nous, on est très humble d'apprendre les choses. Je pense que je pouvais peut-être partager un petit peu de notre learning. On ne va pas dire que c'est des victoires ou succès, mais au moins c'est du learning. La première chose, notamment, c'est la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire qu'en fait, on va rencontrer énormément de cas d'usage et je pense que le service IT n'est pas capable de tout traiter par nous-mêmes. Du coup, dans ce cas-là, il faut trouver une bonne répartition de 80-20, c'est-à-dire que l'équipe IT se concentre sur 20% des cas d'usage, on va faire par nous-mêmes. Par contre, sur les 80% des cas d'usage, il faut qu'on s'assure qu'il y a une gouvernance pour la sécurité, pour la confidentialité, pour l'économie, toutes les choses soient bien protégées. Et c'est pour ça, en fait, on va mettre en place des formations collaborateurs, assurer que s'ils prennent des solutions à l'extérieur, par exemple sur la partie créa et tout ça, ils respectent quand même voilà, des consignes de sécurité et des bonnes pratiques. Ça, c'est le premier sujet, c'est la gouvernance. Et le deuxième sujet, je pense que c'est quand même important, c'est la qualité de données. La qualité de données, ben, je pense que tout le monde le savent. On n'a pas besoin de répéter parce que l'IA, c'est un très bon élève avec un cerveau super puissant, mais il n'a pas lui-même de connaissances. Il faut qu'on lui alimente les données et les bonnes données pour qu'il raffine les règles et de trouver les bonnes réponses. Aujourd'hui, je pense que dans notre secteur, dans la nature de notre travail, il y a forcément des situations où la qualité de données n'est pas toujours fiable. Et du coup, en fait, ça peut dégrader la performance des algorithmes, des modèles. Et du coup, ça, c'est un truc, il faut faire beaucoup d'attention parce que sinon, ça peut créer des frustrations et des échecs du projet. Voilà, ça, c'est la deuxième. Gouvernance, qualité de données, comment est-ce qu'on fait pour embarquer aussi les équipes, des équipes métiers opérationnelles jusqu'au COMEX? OK. Je pense qu'il y a deux pistes intéressantes. Un, c'est de continuer à écouter les besoins de nos clients et d'essayer de les accompagner de bout en bout. Parce que souvent, nos métiers ont des très bonnes idées sur l'IA. Par exemple, il vient me dire, Fanjuan, est-ce qu'on peut analyser les images des poissons et de décider comment traiter les poissons? Est-ce qu'on peut analyser les images de la viande et de décider c'est quand le temps d'affinage? Et aussi pour le fromage aussi. Du coup, toutes ces idées sont intéressantes. Après, c'est à nous, côté IT, d'analyser la faisabilité technologique. Est-ce que les données sont prêtes? Est-ce qu'il y a des bons algorithmes? Est-ce que les résultats pouvaient être satisfaisants par rapport à tout ça? Et de proposer la solution. Et du coup, il faut écouter les nouveaux trucs et ne pas être fermé. La deuxième chose, je pense qu'il faut créer une collaboration de bout en bout. C'est-à-dire qu'en fait, on accompagne les métiers dans chaque étape de conception. Il ne faut pas les embarquer à la fin, parce que sinon, ça ne va pas réussir. Et aussi, quand je dis de bout en bout, on ne s'arrête pas dans la mise en production. Il faut qu'on continue à discuter avec eux dans les conduits du changement pour assurer qu'ils nous remontent tous les points irritants et les nouvelles suggestions.
Et comme ça nous permet d'améliorer et co-construire le produit pour que ça soit utilisé par les métiers en permanence. Oui, peut-être une de mes dernières questions, ça va être, c'est aussi peut-être une sensibilisation sur les coûts. On a envie de faire plein de choses, mais il y a des coûts, il y a une notion, on l'a vu, de performance, même s'il faut peut-être revoir aussi la notion de performance quand on est sur cette phase apprenante. Mais comment on sensibilise aussi à ça? Je pense que ça, c'est un gros challenge, je pense que pour l'ensemble des gens, dans la salle et hors la salle. Parce qu'aujourd'hui, on a une explosion. Tous les modèles agentiques, il est très consommateur, très lourd en termes de consommation du token. Et maintenant, avec les solutions comme OpenClaw, ce qui on interdit chez nous, et les autres solutions de multi-agents agentiques, il est très consommateur de tokens. Et après, ça coûte cher. Et aujourd'hui, en fait, c'est important qu'on mette en place les FinOps avec les utilisateurs pour assurer qu'on a un suivi dès le début. Parce que souvent, une requête, est-ce qu'il est optimisé ou pas? Ça peut créer une grosse différence dans le coût. Et c'est aussi notre responsabilité d'accompagner les métiers parce que maintenant, ils cherchent de plus en plus d'autonomie. Par exemple, ils voulaient faire des speech to analytics. Ça, c'est un très bon cas d'usage. Mais quand on fait du speech to analytics, il faudrait qu'on optimise la requête derrière pour optimiser le coût aussi. Du coup, ça, c'est un cas concret. Je pense que je suis preneur et je pense qu'on n'est pas encore dans la meilleure performance. Du coup, s'il y a des bonnes suggestions, des bonnes solutions, on est preneur de continuer à échanger et de découvrir.